Merci pour nos différents intervenants, en particulier Salah Belkef qui vient de conclure les présentations, avec une focalisation sur le rôle de l'expert comptable dont les deux principales prérogatives sont une décision politique et un état d'esprit qui permet de déléguer le pouvoir du centre aux régions. Cette délégation aussi renvoie à la gestion d'un montant important de fonds publics qui nécessite d'être audité, suivi. Et l'expert comptable, avec sa technicité, avec son expertise, pourrait apporter un savoir-faire majeur et déterminant auprès des élus, auprès des forces de la société civile pour une meilleure allocution des fonds publics au niveau des deniers publics gérés au niveau des régions. Merci à tous nos intervenants encore une fois. Merci à la présence pour la patience et pour l'attention. Et je vous cède la parole pour une séance de 20 minutes, disons, de questions-réponses et de débats. Oui, prière de se présenter avant de commencer la question. Fadal Sissa. Bonjour. Merci. Donc, Sahel Bouharb, je suis expert comptable. Je remercie les éminents intervenants pour ces informations très utiles et j'aurais peut-être deux questions. La première pour Serchid, en examinant les mécanismes budgétaires et l'allocation des ressources, est-ce qu'on peut conclure que d'ici un X nombre d'années, on va voir le processus d'élaboration budgétaire s'inverser. C'est-à-dire que l'état actuel des choses, c'est que c'est les ministères pratiquement qui déclinent leurs besoins et ce besoin, le financement de ce besoin, il est étudié, examiné par, je peux dire, le ministère des Finances. Donc c'est une allocation des ressources faite par le ministère des Finances. Est-ce que maintenant on peut voir les régions présenter un budget en termes d'emploi-ressources qui est remonté et consolidé et on peut dire retouché? C'est ça la transition vers laquelle on va, oui ou non? Ma deuxième question, c'est aux différents autres intervenants pour dire que ce qu'on a eu on a vu comme mécanisme de financement, c'est le financement je peux dire, de l'économie locale. C'est l'économie locale qui est financée. C'est pas la région qui est financée directement. Certes, là, il y aura de retombées indirectes pour la région. Bon, je vois qui en doutent. Mais est-ce que je suis en mesure de me demander si on peut considérer comme la région comme étant un opérateur économique à part entier et lui laisser le choix de se financer auprès de ces bailleurs de fonds qu'elle voit utile. Voilà, en l'occurrence les fonds d'investissement, et je focalise là-dessus parce que je vois mal comment la région va se financer auprès des institutions de microfinance. Là, je vois mal un peu les dessins, mais en termes des fonds d'investissement dans un cadre de partenariat PPP, est-ce que ça va devenir une possibilité de choix pour la région de le faire, oui ou non? Merci. Merci. On fait la collecte de toutes les questions, puis on les répartit sur les divers intervenants. Monsieur. Donc, Hamdi Ben Salah, membre de la compagnie tunisienne des comptables et membre fondateur de l'association de Story. Je vois ici des exposés éminents mais techniques. Mais il faut prendre en considération les raisons essentielles de la révolution tunisienne. C'était les régions défavorisées qui ont révolté sur le central. Donc on doit mélanger les côtés techniques avec les côtés, les nouvelles données de la Tunisie et les demandes de la région. Je demande à M. Rachid, est-ce qu'on peut... comment faire pour les ressources et le revenu des ressources naturelles des régions? Est-ce qu'ils ont un petit part dans leur budget régional des revenus des ressources naturelles? Et l'exemple le plus éminent de la Tunisie, c'est le bassin minier. Ça fait des années que cette région, peut-être, c'est la plus riche de la Tunisie, mais la plus pauvre en termes de revenus. Et la deuxième remarque,
À mon avis, pour réussir la décentralisation, il faut tout d'abord généraliser les communes dans toutes les régions. Il y a 60% seulement de la population tunisienne qui bénéficie des services de communes. Donc on doit généraliser et faire la proximité des communes au peuple. Et monsieur, juste pour la microfinance, si peut-être j'ai mal compris, on parle de la proximité et pas de la décentralisation. On parle de la déconcentration et pas de la décentralisation. Donc, peut-être s'il y a plus d'éclaircissement dans ce sujet. Merci. Ok, merci, c'est Halmi. Mohamed Amoulé, association RED. L'association RED. Ok. Donc j'ai une question pour Monsieur Chid, c'est que il a parlé dans son intervention de changement de cadre institutionnel, que ce soit le cadre de la comptabilité publique ou la fiscalité locale. C'est bon. Donc une question, est-ce que ce changement concerne aussi une position pour les experts comptables, parce que maintenant le domaine public est contrôlé par la Cour des comptes et les organismes de contrôle qui sont de tutelle des autorités publiques. Donc, quel sera le rôle des experts comptables dans les régions, côté audit, etc. Est-ce qu'ils vont participer à côté des Cours des comptes et des autorités au contrôle et à l'audit? Le transfert est-ce qu'il y a eu, côté ministère des Finances ou les autorités, une proposition? Quelles seront les compétences, point de vue ressources humaines et cadres réglementaires, pour instaurer un vrai pouvoir local doté de ressources financières, aussi de ressources humaines? Et troisièmement, quel sera le sort des institutions centrales accompagnantes? Par exemple, tout ce qui est API, APA, ARU, tout le genre d'institutions qui est maintenant centralisé. Est-ce qu'il y aura des duplicata à l'échelle régionale qui vont aussi transférer ce genre d'institutions sur le plan local et régional? Donc, pas mal de questions. Surtout, est-ce que le financement sur le plan régional, ce sera uniquement le budget de l'État ou les banques vont... Merci. Juste, je saute sur cette question pour donner deux éclaircissements. On vient de m'informer qu'on a encore du temps pour 7 minutes. Donc, on doit faire bref. Je sais que je vous stresse avec mes exigences de timing, mais on commence par... Je vais laisser Sirchid pour la fin parce que la majorité des questions lui sont présentées. Simon Tassar. Juste en ce qui concerne, juste une réaction rapide en ce qui concerne la microfinance. Donc la microfinance, c'est en fait, elle est destinée à des populations qui pourraient exister justement dans des coins les plus reculés du pays. C'est-à-dire on s'intéresse du local à la région, etc. Donc là, étant donné qu'il s'agit de financer des activités génératrices de revenus, donc où résident ces personnes, là, la microfinance est une réponse, je pense, adéquate pour pouvoir leur fournir des services financiers conformes à leurs attentes et à leurs besoins. Donc là, la subdivision du territoire en régions, localités, etc., peu importe, l'essentiel c'est que nous avons une population mal desservie, exclue, à laquelle on essaye justement de répondre à ses besoins en matière de financement. Concernant la question de décentralisation et déconcentration, je dirais, on parle peut-être par abus de langage, on parle également de décentralisation du pouvoir de décision et d'octroi de crédit au sein du LMF. Et là, je vous explique, c'est que le mérite de la microfinance et pourquoi on s'attend à beaucoup de résultats pour le développement justement du secteur, c'est que la prise de décision ne peut pas dépasser les 10 jours. Là, c'est en moyenne 10 jours, et pour
justement un second crédit, la réponse en matière d'octroi de crédit, elle peut être faite, l'instruction du dossier et le déblocage peut être fait justement au bout de 4 jours et 3 jours. Et là, ce sont des moyens internationaux et ce, contrairement justement aux pratiques bancaires, là où le bénéficiaire qui doit attendre des jours et peut-être des mois pour pouvoir justement bénéficier de son crédit. Merci Simon Tassar. Je passe la parole à M. Denix. Est-ce qu'il y a la possibilité de financer les régions autres par les affectations publiques et les prélèvements sur les impôts? Des opérateurs Privés, pas des opérateurs. En général, les fonds d'investissement n'investissent pas directement dans les régions, on ne finance pas les régions. Mais ils peuvent participer à des fonds régionaux par lesquels ils investissent. L'économie régionale. Dans l'économie régionale, oui. On considère dans le cadre d'un PPP, partenariat public. Oui, il y a des exemples comme ça. Ce que je vous ai montré sur la région Aquitaine, par exemple, il y a un partenariat entre un fonds privé et la région Aquitaine qui met de l'argent dans un fonds spécifique qui après finance des entreprises, etc. C'est une sorte de partenariat public. Et ma réaction tout à l'heure n'était pas contestée, c'était simplement pour dire que quand même, encore une fois, il faut créer de la valeur au niveau des entreprises. Avant, il ne faut pas tout attendre de l'État, des banques, des autorités extérieures, etc. Parce que on a vu, je voudrais faire ce point, ça me paraît très important, on a vu des politiques qui ont été des échecs complets, si on prend des pays comme l'Italie par exemple, dans la résurgence du Mezzogiorno, etc. Il y a eu des transferts massifs qui sont faits du nord vers le sud, et les écarts sont presque toujours les mêmes. Donc je crois qu'il faut bien réfléchir, ce n'est pas la solution, ce n'est pas faire que des transferts, ce n'est pas que l'État qui doit faire de la péréquation, c'est vraiment de créer ceci au niveau local, de vraiment mettre des graines au niveau local pour que les régions soient en grande partie autosuffisantes. Merci M. Denix. Je cède la parole pour un petit ajout. Oui, juste, je prends 2 minutes. Il faudrait là être clair. Il y a des textes qui sont actuellement votés et existants en Tunisie, mais il faut savoir une chose, c'est que ce sont des textes perfectibles, mais qui ne sont pas définitifs, ils ne sont pas finaux. C'est-à-dire qu'il y a tout un process qui est en train de se mettre en place. On n'a pas défini aujourd'hui, si j'ai bien compris, je ne sais pas si mes interlocuteurs vont me contredire, on n'a pas défini encore les ressources définitives des régions. Or, comme je disais tout à l'heure, l'exemple français, nous, c'est défini. La France, elle a si vous voulez, ce système de décentralisation depuis 1982. Et aujourd'hui, il y a 2 semaines simplement, le Parlement vient de voter le projet de loi pour, comment dirais-je, la nouvelle mouture de la décentralisation. Pour vous dire comme quoi c'est un domaine mouvant, c'est un domaine évolutif, c'est pas quelque chose de figé qui est écrit dans le marbre. Donc c'est maintenant aux politiciens et aux organismes civils, je veux dire, d'être à côté des décideurs qui sont des décideurs, comme je disais tout à l'heure, des politiciens qui veulent avoir le pouvoir, de les guider, de les amener à définir quelle est la partie décentralisée. Chaque région a ses richesses, mais il faut qu'on reste dans le cadre national pour qu'il y ait, je veux dire, une solidarité entre les régions. Le Nord, par exemple, où il y a de l'eau, qui est une région très très pauvre, et là je prends ma casquette de Tunisien, je veux dire le Nord, qui est totalement pauvre, alors que c'est le pourvoyeur de l'eau, je veux dire par rapport au centre, qui est très très riche, et qui consomme, je veux dire, un étranger qui vient en Tunisie, je vais vous dire une chose, il consomme à peu près, en moyenne, 160 litres par jour, alors que on va trouver à Tel, à Kiev, à Célienne, où il y a l'eau, on coupe l'eau, pour que, voilà, il y a une solidarité à l'intérieur. Mais ça, c'est à définir. C'est aux organismes, je veux dire civils, de définir et d'accompagner le politicien. C'est pas défini encore, il n'y a aucune réponse, on ne peut pas donner de réponse. Et ça, c'est ma casquette de Tunisien, c'est pas du tout le représentant du Conseil. Merci Sarbib, je donne la parole à Serchid. Plusieurs questions, est-ce qu'on va revoir? Merci. Donc, j'ai 3 questions auxquelles je vais essayer de réagir.
Sur la première question de si vous m'excusez le nom, si Sahl ou Souhail. Sahl. Sahl. Donc sur la tutelle, je crois que on va en quelque sorte, c'est un avis personnel de toute manière, la question n'a pas été tranchée, mais je crois que le bon sens peut-être va que l'orientation va dans ce que je viens peut-être de dire, c'est un avis personnel. Je dirais que peut-être on va un petit peu aller dans le sens du modèle un petit peu marocain concernant la tutelle. Et cette tutelle qui a vu le jour, donc, si vous voulez, la démarche de, maintenant on parle de la régionalisation avancée, etc., au Maroc, etc., mais qu'elle a été initiée à l'égard de bon nombre de pays, surtout développés. Soyons réalistes, la tutelle va rester. Parce que l'État, nous sommes dans un pays qui gère la rareté de ressources et que, et que nous représentons, c'est-à-dire en tête de collectivité actuelle, donc de l'ordre de 2,7 ou 3 maximum par rapport au PIB et 4% par rapport au budget d'État. Ce n'est pas demain que l'État va se décharger rapidement. Donc, mais disons qu'on va procéder par étapes. La première, c'est de diluer un petit peu la tutelle du ministère des Finances, c'est la tutelle budgétaire, qui actuellement ne s'occupe en définitive que de 4 budgets. C'est le budget postaux, Atzawa, Tunis, Axe, etc. Donc 4 budgets seulement sur 264. Nous sommes le pays le moins, si vous voulez, le plus décentralisé, puisqu'on ne contrôle en définitive que 4 budgets sur 264 communes. Donc, parler d'autres pays, que ce soit en Afrique subsaharienne, etc., ils contrôlent plus de la moitié de l'effectif. Dans mon pays, même dans le pays développé, des fois, on contrôle beaucoup plus que ça. Mais nous, on a gardé les 4 qui ont le chiffre d'affaires le plus... mais disons, alors que, dans une première étape, c'est essayer de décharger un petit peu le ministère des Finances de la tutelle budgétaire carrément, vers le ministère de l'Intérieur. Dans la deuxième étape, c'est à ce que le ministère de l'Intérieur se décharge, lui, pour donc le niveau régional carrément. Parce qu'actuellement, il contrôle les régions. Et que toutes les communes actuellement relèvent du gouverneur. Le gouverneur, il fait la double casquette de la tutelle, c'est-à-dire en tant que collectivité, il assure une tutelle sur d'autres collectivités. C'est la différence qui va y avoir lieu, à savoir, c'est le gouverneur, il va se charger un petit peu des questions qui relèvent de la déconcentration en tant que représentant d'État, mais pas, il assure une tutelle alors que lui, il est le président du Conseil. Donc, on va séparer les deux et de cette manière assurer un contrôle petit à petit, progressif, par les chambres des comptes. Je rejoins ici donc la question de mon collègue qui est un petit peu introduit dans ce paysage. Donc les experts comptables, oui, on aura fort besoin, puisque dans notre approche, on va très rapidement, et j'espère peut-être, Monsieur le ministre, peut-être aujourd'hui, il va en parler un petit peu, c'est que nous sommes sur la comptabilité patrimoniale, c'est-à-dire nous avons fait des études, etc., et que je suppose que cette comptabilité commerciale va s'introduire petit à petit et on gagne un petit peu comme l'introduction de processus budgétaires et financiers dans le secteur public français ils ont connu donc une démarche extraordinaire sur ce plan-là et que nous sommes, c'est-à-dire depuis bon nombre d'années, on essaie de voir un petit peu les expériences comparées, etc. Donc nous aurons besoin à ce que le renfort des experts normalement comptables, puisque le système va être comptabilisé sur l'approche un petit peu commerciale, etc. Donc le comptable public, eux, vont être renforcés normalement un jour au niveau surtout régional par l'effectif dont on aura besoin, surtout avec le développement de l'effectif municipal qui va passer de 264 aujourd'hui, rien que la création très rapide dans les prochains jours de 40 ou 50 municipalités, on va être peut-être, qui sait, peut-être 2000 ou je ne sais pas, 1500, je ne sais pas combien de collectivités, c'est pas avec le réseau actuel de la comptabilité publique qu'on va assurer tout ce contrôle-là, mais un contrôle juridictionnel beaucoup plus en concertation, en collaboration avec les experts comptables, c'est un avis personnel.
La deuxième question, c'est sur la régionalisation donc, du budget et la question de la péréquation, etc. En concertation, si Ben Salah, il évoque deux questions. La première, c'est oui, c'est-à-dire laisser un petit peu, tant soit peu de la part de la région sur sa richesse. Nous avons eu des formations, nous avons contacté des experts, nous avons entendu beaucoup de monde, etc. Il y a quand même beaucoup de formateurs actuellement on a fait un petit peu les études comparées, mais la chose, c'est-à-dire dont on est sorti, l'enseignement c'est quoi? C'est qu'on nous dit et on a constaté et que je crois moi-même ça également, que c'est un risque. Donc pour nous, un pays unitaire et un pays qui gère la rareté de ressources, à ce qu'on va faire ce système parce qu'il y a un risque de débordement qui va éclater, c'est possible, donc la richesse nationale. Mais monsieur, il a évoqué un mot tout à l'heure qui est un mot d'or, qui est la péréquation. Donc, dans bon nombre de pays, surtout développés, etc., on essaie de développer un petit peu la péréquation horizontale, la péréquation verticale, etc., de manière à assurer cet équilibre entre les régions. Donc, dans une première étape, et un jour, si on gère un petit peu l'abondance de ressources, peut-être on va passer à la régionalisation du budget, mais de toute manière, vous excusez, c'est un avis personnel, mais qui normalement est partagé par la plupart donc, des experts sur la matière. La dernière question, c'est la décentralisation technique, c'est les ressources humaines, c'est les capacités de gestion d'une manière générale. Oui. Nous réfléchissons sur ces questions-là, mais il y a quand même une question qui n'a pas, si vous voulez, eu la part un petit peu de réflexion poussée, c'est la décentralisation technique. Parce qu'on a considéré pour le moment, peut-être, qu'on va s'atteler à l'aspect organisationnel, à l'aspect des fonctions essentielles, etc. C'est la décentralisation administrative, la décentralisation financière, etc. Mais par la suite, on va certainement conduire toute cette action en symbiose avec les agences, avec, etc., le modèle danois, le modèle suédois, etc. Donc, rassurez-vous que tout le monde, avec société civile et administration, etc., on va faire la concertation, on va faire, etc. Mais l'essentiel, c'est que le processus ne doit plus être un processus, comment dire, top-down, mais il gagne maintenant, et il a commencé déjà à se faire au niveau de la base, de manière à faire, mais il faut batailler pour ça, c'est-à-dire la société civile ici doit donc dire son mot pour que si vous constatez que le processus va continuer donc d'être injecté de l'administration centrale vers le bas, il faudrait dire non. Et je vous remercie. Merci pour votre attention. Je conclue par un mot qui a été cité au début. La décentralisation ne se donne pas, elle se mérite. Elle se méritera grâce aux apports des techniciens, du militantisme de la société civile, de l'aspect entrepreneurial des entreprises dans les régions et d'efforts continus d'amélioration et de développement et de benchmarking au niveau de notre administration, que ce soit au niveau central ou au niveau local. Je salue tous les présents, experts comptables stagiaires, amis de la profession, élus des peuples, administration, nos honorables invités. J'espère ne pas oublier la presse. Ok, merci. J'espère ne pas oublier personne. Marhaba bikoum et je vous invite à la pause café. Merci.